voyez, je vais prendre un exemple. Je me suis retrouvé dans une émission en radio, dans un débat contradictoire, avec un clone de Christine Lagarde. Une jeune fille promise à un grand avenir, qui doit avoir une trentaine d'années, et qui vous explique que les fonctionnaires détruisent l'État. Et c'est intéressant parce qu'en entendant les arguments qui vous sont avancés, ils sont d'ailleurs déroutants et déstabilisants tellement ils sont grossiers. En gros, c'est quoi? Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous explique que les fonctionnaires jouissent de droits que les autres n'ont pas et que c'est inadmissible. Qu'ils veulent s'accrocher à leurs 35 heures, que ce serait bien qu'ils en fassent 28 avant d'en réclamer 35. Qu'en fait, ils ont un droit de grève et que c'est inadmissible parce que lorsque le pays ne va pas, c'est parce qu'ils le bloquent. Parce que lorsqu'il y a un problème sur les retraites, ils se permettent de bloquer les dépôts et ils se permettent de paralyser le pays. Parce que lorsque les travailleurs qui se lèvent tôt le matin et qui veulent se coucher tard le soir et qui doivent se coucher tard le soir veulent prendre le train, ils ne peuvent pas. Et qu'ils attendent sur un quai, que c'est insupportable. Parce que les enfants qui vont à l'école, souvent ils n'ont pas de professeur, parce que les professeurs tirent au flanc, parce que etc. Et vous voyez, pour ces gens-là, les fonctionnaires sont de trop. Mais derrière, il y a une idée. Et cette idée derrière est la suivante. Il faut casser ce qui constitue la fonction publique, c'est-à-dire le statut des fonctionnaires. Parce qu'en cassant le statut, on casse l'emploi. Et en cassant l'emploi, on revient au 19e siècle où en gros, un employeur pourra vous dire « J'ai besoin de toi, je prends, j'ai plus besoin de toi, tu dégages ». Et on ne discute pas. Et il n'y a plus de garantie, et il n'y a plus de droit du travail, et il n'y a plus aucune perspective possible pour quelques travailleurs employés, ou même cadres d'ailleurs, dans ce pays. Lorsque vous allez par exemple en Bourgogne, où à Clamecy, un hôpital de proximité a été fermé, où les salles de classe sont en voie d'être supprimées ou d'être réduites, lorsque vous n'avez plus de poste dans une commune sur deux, lorsque l'énergie coûte trop cher pour que tout le monde en bénéficie parce que l'EDF a été privatisé, lorsque vous mettez tout ça bout à bout, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque vous êtes des personnes âgées, vous ne pouvez pas y vivre, parce que vous avez besoin de soins, et que les soins ne sont plus sur place, et lorsque vous êtes jeune et que vous avez des mômes, vous ne pouvez pas y vivre, parce que vos mômes, ils doivent aller à l'école. Les services publics, ce sont les piliers de la République. Les services publics, ce ne sont pas des outils malléables et corvéables à merci, ce sont les piliers. Les services publics sont ceux qui assument l'égalité dans la République. Ce sont ceux qui permettent d'atteindre les objectifs de solidarité. Les services publics, c'est les garants de la laïcité. Les services publics, c'est ce qui donne un sens au mot de fraternité. Les services publics, c'est ce qui permet à la République d'être sur pied. Vous cassez les services publics, liquidez la République. Alors allons-y. Il y a des consensus mortifères. Pour moi, le premier consensus mortifère, c'est la question des déficits. On nous dit qu'il y a des déficits, donc on ne peut plus payer. Alors, faut être clair. S'il y a des déficits, c'est vrai qu'on ne peut plus payer. Et si on part des déficits, il faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut réduire la voilure, donc il faut liquider des services publics. Il faut liquider la dépense publique. Parce que comment vous faites? Si vous n'avez plus les moyens, vous ne pouvez plus. Donc, quelle est la réalité des déficits? Vous voyez, je pense que partir des déficits, c'est s'enfermer dans une escroquerie intellectuelle, financière et sociale qui aboutit à la liquidation. Alors revenons sur la question des déficits. Dans les 30 dernières années, l'INSEE nous dit que les richesses produites sont équivalentes en France à 5,7% du PIB. Les dépenses publiques à 5%. Ça a été donc multiplié, pas 5,7%, pardon. Les richesses produites ont été multipliées par 5,7 du PIB et les dépenses publiques par 5. Ce qui veut donc dire que les dépenses publiques ont moins augmenté que les richesses. Donc la question, c'est pas le déficit en soi. La question, c'est la répartition des richesses qui ont été produites, qui interdisent de fournir la socialisation de la société et qui permettent à des intérêts privés de se gaver. C'est ça la question. Le chiffre. Voyez-vous, le rapporteur du budget, qui est l'UMP Carrez, explique que depuis l'année 2000, 100 milliards d'euros ont été pris sur fonds publics pour aider les entreprises qui ont été exonérées, disent-ils, de charges. Nous savons que c'est cotisation sociale, et les cotisations, pardon, c'est pas des charges, c'est notre salaire. C'est un salaire différé. C'est un accord qui date de 45-47, où il a été décidé entre les syndicats et les patrons qu'une partie du salaire vous permettait de vivre, et que l'autre partie permettait de financer ce qui est socialisé. Donc ils décident carrément de piquer dans notre portefeuille, c'est-à-dire ils vous piquent notre salaire en disant je prends 100 milliards pour le filer à des entreprises privées qui sont exonérées. Alors, il y a un quatrième élément sur lequel il y a des déficits. Personne n'en parle. Il faut quand même en dire un mot. Les intérêts de la dette. Le CAC 40, 80 milliards de bénéfices cette année, malgré la crise, nous dit-on. 40 milliards devraient être réinvestis, nous dit-on toujours, et 40 milliards redistribués aux actionnaires. La question est la suivante. Est-il légitime que des actionnaires reçoivent 40 milliards d'euros et qu'on nous dise d'un autre côté que ce qui est supporté par la collectivité, au compte de la collectivité, coûte trop cher et doit être liquidé? Ça s'appelle l'attaque directe à la propriété privée. Et c'est vrai que c'est un petit côté soviétoïde pour mes confrères de RMC qui ne supportent pas ce genre de discours, parce qu'ils ne supportent pas la réalité, mais la réalité est tout de même là.
Or, je suis désolé, par rapport aux éléments précédents que j'ai dit, si on ne parle pas des déficits, mais si on parle de la question du capital et du coût qu'il faut porter au capital, alors la question des retraites, elle est simple. C'est retrait intégral du plan qui a été mis en place. C'est le retour à 37,5, 60 ans et retraite à taux plein. C'est ça qui unifie le privé et le public, et de cela on a les moyens si on le veut. C'est une question politique, et ça n'est pas une question financière dans laquelle on a voulu nous enfermer. Parce que quand même, lorsque les directives européennes ont décidé qu'il fallait casser l'exploitation du transport, pourquoi ils ont décidé ça? Parce qu'ils ont dit si on casse ça, ça va être comme les autoroutes. Vous allez avoir le rail d'un côté, le transport de l'autre. Le rail, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des péages. Donc ça veut dire que toi, tu veux créer ton entreprise pour avoir 3 wagons, mettre des voyageurs dedans. Tu pourras, tu payes au péage, c'est tout, il n'y a aucun problème. Et tu fais ta boîte sur le rail. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Le rail est complètement désorganisé. Vous avez un rapport qui explique qu'à l'horizon 2021, si ça continue comme ça, 60% du rail actuel français sera inutilisable parce qu'il n'est plus entretenu. C'est la liquidation du chemin de fer en France. C'est vers cela qu'on voit. Il y a un rapport officiel qui est fait par une entreprise neutre, qui s'est tenue par des polytechniciens suisses et qui a été commandé mais qui n'est pas publié. Pourquoi? Mais parce que vous avez une désorganisation totale du chemin de fer, avec en plus cette déréglementation des personnels qui fait qu'un cheminot qui est habilité à conduire à la fois un TGV, à la fois un TER, ne peut plus faire les deux. Il doit faire l'un ou l'autre, parce qu'évidemment les boîtes privées qui en feront devront, elles, avoir l'un ou l'autre, et pas les deux, parce que ça coûtera moins cher. Parce que je pense que l'école concentre une double attaque sur les services publics, dont on ne parle pas, parce qu'on voit les moyens, on voit tout ça, ce qui est fondamental. Je pense que c'est une première attaque qui touche tout le monde à travers la RGPP, la NOLF et autres, et tu as raison de le souligner, je pense, dans ce qui a été dit, c'est une attaque fondamentale, donc le maintien du statut des fonctionnaires, etc. Mais il y en a une deuxième. Et ça, l'école est directement touchée, c'est les contenus. Ils sont en train, en même temps qu'ils attaquent sur un fonctionnaire sur deux, 16 000 enseignants cette année, de liquider les contenus de l'école républicaine. Et aujourd'hui, vous avez quoi? Moi, j'ai des potes comme ça, sur des mots, qui vous disent en toute bonne foi, je suis désolé, c'est pas ma conception, c'est pas ma conception. Il faut que je fasse des efforts financiers, c'est mon bon temps. Et je vous raconte pas d'histoire, je suis sûr que vous en connaissez. Mais comme ça. Eh bien ça, vous voyez, c'est pas le produit d'une espèce de dégénérescence de nos amis et du peuple français, c'est le produit d'une politique qui est celui de la destruction de l'école de l'intérieur et par ses moyens. Et ça, c'est une catastrophe, parce que je pense que s'ils vont jusqu'au bout, on a compris à peu près ce que ça veut dire. Soit dit en passant, ils ne font qu'appliquer une directive de l'OCDE, que je cite dans le bouquin, et qui est très claire, qui dit voilà, l'école est mal foutue en Europe, et particulièrement en France, pour deux raisons. La première, elle donne beaucoup trop à un grand nombre. Parce que pour les métiers qu'ils feront, ils n'en auront pas besoin. Ils vous décrivent les métiers d'ailleurs. Oui, absolument. Ils vous décrivent les métiers. Livreur de pizza, on va remplir les trucs de cannelle, les trucs, les machins. Il y a 30 métiers. Donc il n'y a pas besoin que l'école donne tant. Mais par contre, l'école ne donne pas assez à un petit nombre qui sera chargé de les encadrer. C'est cité. Deuxième chose, je pense qu'il y a à reconquérir les services publics. Je suis d'accord avec ça. Mais lorsqu'il y avait les régimes spéciaux des retraites qui étaient installés, dans le préambule de la Constitution de 45-47, il est expliqué que ces régimes spéciaux ne sont pas faits pour rester spéciaux, ils sont spéciaux pour le moment, ils sont faits pour devenir le régime de tous les retraités, car ils sont les plus favorables. Or aujourd'hui, vous voyez bien la tendance de crise, c'est exactement l'inverse. Je pense qu'il faut revenir sur cette question, et que je sache, les gens qui dirigent le Conseil national de la résistance, c'était pas Che Guevara, on est d'accord, donc pas de complexe. Pourquoi la Sécu c'est fondamental, il faut s'y attacher? Parce que la Sécu, elle a un contenu direct pour chacun d'entre nous, pour nos concitoyens, mais elle a une portée politique qui est irremplaçable et gigantesque. Réfléchissez à ce que c'est la Sécu. La Sécu, vous payez en fonction de vos moyens et vous êtes censé recevoir en fonction de vos besoins. Mais la Sécu, c'est quoi? La Sécu, c'est le début du socialisme réalisé dans la société capitaliste. Et s'ils veulent casser la sécurité sociale, c'est bien sûr parce qu'il y a la manne financière, mais c'est parce qu'il faut une fois pour toutes tourner la page avec quelques archéos qui auraient notre idée de société. Il faut casser le droit du travail, il faut casser les fonctionnaires, il faut casser la fonction publique, il faut casser la sécurité sociale, il faut revenir au 19e siècle. Pour certains, ce sera profitable, et pour les autres, ce sera la barbarie en gros. Voilà, à mon avis, la façon dont on pose la question des fonctionnaires et des services publics.